Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce colloque franco-belge Famille et maladies de Huntington. Merci d'être présents et d'être venus si nombreux. Ça fait quelque temps que ce colloque transfrontalier doit avoir lieu, mais la crise sanitaire liée à la Covid-19 en avait décidé autrement. En tout cas, nous sommes ravis que ce colloque ait enfin lieu aujourd'hui. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration, à la conception de ce colloque, et tout particulièrement le CHU de Lille, le CHU d'Amiens-Picardie, le groupement des hôpitaux de l'Institut catholique de Lille, le LICENT, Centre d'excellence des maladies neurodégénératives de Lille, le Centre de référence maladies rares de Huntington de Lille, la Ligue Huntington franco-belge, l'hôpital Erasme, les filières santé maladies rares, l'Institut de coproduction de savoir sur la maladie de Huntington, l'équipe Relais Handicap Rare, Brain Team, l'Union Huntington Espoir, European Huntington's Disease Network, le Beau Vallon, le Centre de génétique humaine de l'Institut de pathologie et de génétique. Vous avez normalement tous eu connaissance du programme de la journée. Donc, juste un petit rappel. Ce matin, nous aurons un point sur l'état des lieux de la recherche, puis une première session sur la thématique couple et Huntington. Ensuite, nous vous proposons de déjeuner vers 13h sous la forme d'un buffet. L'après-midi reprendra à 13h45 avec la thématique parentalité et Huntington. Puis après une petite pause café, nous terminerons la journée sur les trucs et astuces pour vivre avec la maladie de Huntington. Je propose d'ouvrir ce colloque et de laisser la parole au docteur Simonin, neurologue à Lille. Voilà, bonjour à tous. Donc, merci d'être là. Effectivement, enfin, ça fait 2 ans qu'on a commencé à réfléchir à la tenue de ce colloque qui devait donc avoir lieu en 2020. Donc, déjà, je remercie tous les participants, les orateurs qui sont restés fidèles et qui vont effectivement partager leurs connaissances et leur expertise. Alors déjà, pourquoi ce colloque franco-belge, donc ou belgo-franco-français? Donc c'est la volonté d'un colloque transfrontalier. Ça vient déjà du fait que on échange les patients, je dirais, au-delà de la frontière. Nous avons des patients belges qui viennent consulter en France. Il y a des patients français qui sont pris en charge en Belgique. On a pu constater en recevant ces patients que parfois les approches et la manière de vivre la maladie peuvent être différents. Et donc, on a trouvé que c'était intéressant de confronter ces différentes expériences. Il y a aussi des associations très actives de part et d'autre de la frontière, avec la Ligue Huntington en Belgique, qui est l'association Huntington Espoir Hauts-de-France en France, et on espère des collaborations effectivement. Et puis, c'est une maladie qui se pense à l'international. La maladie de Huntington, c'est une maladie rare. Il y a énormément de travaux qui sont internationaux, des registres internationaux. On a la chance d'avoir aujourd'hui dans la salle le professeur Verlaine Dumoulin, qui a exercé pas mal de responsabilités au sein du réseau européen Huntington. Et ça fait 20 ans ou 30 ans que ce réseau existe, je ne sais pas exactement, qui a permis de compiler des registres importants de patients, de faire de la recherche, encore à l'heure actuelle, maintenant au sein du réseau international NROL. Donc ensuite, pourquoi ce thème famille? C'est une thématique qui nous est chère, sur laquelle on a engagé plusieurs travaux. Donc avec 2 thématiques principales dans la journée. Ah, j'ai plus le programme. Bon, le matin, des thèmes essentiellement tournant autour du couple. Non, enfin c'est bon, c'était pour, pour montrer.
Et puis, l'après-midi, des thèmes tournant autour des enfants. Il y a de gros travaux qui ont été faits par rapport aux aidants dans le cadre du plan maladie neurodégénérative précédent. Mais la maladie implique beaucoup plus que le conjoint, même s'il est fortement sollicité, et implique notamment les enfants. Donc vous verrez qu'il y a des travaux là-dessus et des outils qu'on cherche à mettre en place. Alors au milieu, vous aurez une table ronde qui sera destinée à faire un petit peu le lien entre les deux sur la question du désir d'enfant. Alors au CHU de Lille, les maladies rares ont une place importante. On a une direction maladies rares, donc avec une directrice, Madame Sabé, qui devait faire l'introduction aujourd'hui, qui n'a pas pu malheureusement finalement se rendre disponible, donc qui s'occupe uniquement des maladies rares, et une plateforme maladies rares qui s'appelle Plémara, qui est dédiée. Voilà, donc je remercie les orateurs, le comité d'organisation. Alors j'espère que j'ai oublié personne, c'est toujours vraiment la crainte. S'il y a quelqu'un que j'ai oublié, pardon, c'est absolument involontaire. Je remercie les gens qui nous ont sponsorisés. Donc, bon, déjà, la salle a été mise à disposition gracieusement par le CHU. Le LICEN, donc le Centre lillois d'expertise sur les maladies neurodégénératives, nous a aidés. Le laboratoire Roche, avec lequel on avait fait un essai thérapeutique. Santélis, qui est une société d'aide à domicile. Et puis, Brain Team, représenté ici par Madame Momi. Je l'ai vu tout à l'heure, tout en haut. Donc, Brain Team, c'est la filière maladies rares neurologiques qui coordonne tous les centres maladies rares concernant les maladies neurologiques en France. Je tiens à remercier également particulièrement Madame Termotte. Je ne sais pas si elle est là ou si elle est encore à l'accueil. Elle est où? Donc voilà, Valérie Termotte a coordonné toute l'organisation, elle a pensé tous les détails, elle a fourni un gros travail et le succès de cette journée dépend en grande partie de son activité. Si par ailleurs il y a des réclamations, c'est aussi à elle qu'il faut s'adresser. Heureusement, elle n'est pas là. Voilà, donc je laisse peut-être la parole au docteur Thir, donc, qui est neurologue et qui coordonne toute l'activité mouvement involontaire à Amiens, donc qui est une ex-lilloise. Dans une vie précédente, on a partagé le même bureau. Et donc, il y a depuis longtemps une relation privilégiée entre Lille et Amiens, qui n'est pas seulement géographique, mais qui est due à aussi une proximité et des relations amicales qui perdurent au cours du temps, même si on est un petit peu plus éloigné. Voilà, donc merci Mélissa d'avoir accepté de modérer cette matinée. Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici. Je suis ravie d'être ici pour ce colloque qui est très ambitieux avec un programme. Alors, Clémence minimise, elle met en avant la participation des uns et des autres et c'est formidable, c'est tout à son honneur. En tout cas, elle a grandement participé à l'élaboration de ce programme que je trouve remarquable et j'espère qu'il va vous convenir à toutes et à tous. Je suis ravie parce que, comme Clémence le dit, je suis lilloise d'origine. Donc, à chaque fois que je viens ici, j'ai toujours un petit peu de petite émotion, même si, comme je racontais à Clémence tout à l'heure, dès que je traverse le CHU, je me dis, oh là là, il y a un nouveau bâtiment. Enfin, c'est toujours un petit peu étonnant. Écoutez, j'espère que donc cette session est ouverte. On va dire que le colloque franco-belge est ouvert. Je ne sais pas si tu souhaites, Clémence, faire un petit état des lieux de la recherche. Alors Clémence, comment présenter Clémence? Donc, elle a déjà dit beaucoup de choses. Hein. On a partagé le bureau, on a travaillé ensemble pendant plusieurs années. C'était un vrai bonheur. Elle dirige le site constitutif de Lille.
Donc, je rappelle que Amiens, Lille est un BICIT qui est reconnu au niveau européen. Le plus gros de l'activité de coordination se fait ici à Lille par ces soins. Voilà, donc la première étape, la première partie de ce colloque sera dédiée à un état des lieux de la recherche avec quelques données sur les protocoles en cours, quelques informations aussi sur les traitements non médicamenteux qui ont une place importante dans la prise en soin des patients. Et puis, après cet état des lieux, donc je vous présenterai la première session. Voilà, je suis à votre écoute et je donne la main à Clémence. Merci. Donc, Mélissa est la gardienne du temps. Voilà, donc on avait convenu de faire un petit point sur l'actualité thérapeutique dans la maladie de Huntington parce que, évidemment, ça intéresse toutes les parties prenantes par rapport à cette maladie. Et puis, ça donne un petit peu le temps, avant de rentrer dans la thématique principale de la journée, aux gens d'arriver, puisque la circulation dans la métropole lilloise est toujours extrêmement compliquée. Donc voilà, donc je vais vous parler un petit peu, je ne vais pas vous énumérer les protocoles en cours, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, et puis ça vous avancerait pas trop dans la compréhension de la prise en charge de la maladie. Je vais donc dire un mot sur les réseaux Huntington qui ont une très grande place dans l'avancée de la recherche sur la maladie de Huntington. Un court mot sur la progression des connaissances physiopathologiques qui reste quand même quelque chose de très important, même si c'est une maladie d'apparence simple, ce n'est pas du tout le cas en réalité. Je vais vous parler des thérapies modificatrices essentiellement, dont le but est de moduler l'évolution de la maladie. Un petit mot sur les thérapies réparatrices. L'approche non médicamenteuse à laquelle on croit beaucoup et qui est plutôt du ressort du patient et de son environnement et de son entourage. Et puis, je vous dis juste un mot sur les protocoles sur lesquels on travaille à Lille. Nos collègues belges pourront peut-être parler aussi de ce sur quoi ils travaillent à l'heure actuelle dans la discussion. Voilà, donc les réseaux. J'ai déjà évoqué les réseaux Huntington, c'est une part extrêmement importante de la prise en charge de la maladie puisque c'est une maladie rare. Donc, chaque centre prend en charge un nombre limité de patients. Donc, en fait, les réseaux permettent de mettre en place des registres de patients qui, sur un plus grand nombre de patients, on progresse beaucoup plus sur la connaissance de la maladie. Par ailleurs, les réseaux internationaux permettent les échanges entre les centres, donc permettent de mieux connaître, de partager aussi l'expertise, la prise en charge, pour améliorer le suivi des patients. Ça permet d'obtenir des moyens aussi pour la prise en charge, puisque la participation au réseau donc dans chaque centre permet d'avoir une compensation financière et donc de cette manière d'avoir des moyens pour notamment avoir du personnel dédié aux patients. Par la meilleure connaissance de la maladie, les réseaux permettent d'améliorer la pertinence de la recherche et la coordination au niveau international. Et puis, les centres qui sont importants dans les réseaux, c'est-à-dire qui ont beaucoup de patients, qui participent, sont plus susceptibles d'accéder à des gros essais thérapeutiques. Donc, c'est vraiment important pour chaque centre d'avoir une participation active, donc qui passe par la présence des patients et leur participation aux registres internationaux. Donc, il y a 3 réseaux principaux à différents niveaux. Il y a le réseau Huntington de langue française, donc qui rejoint, avec les centres français,
les centres belges, les centres suisses francophones. Donc là, on est plus à un niveau de coordination de recherche nationale et de petits protocoles, je dirais. Ensuite, il y a un réseau, on ne le voit pas, c'est caché. Voilà, il y a un réseau européen donc, qui a longtemps qui a longtemps tenu un registre de malades, qui a permis de faire énormément de progrès dans la connaissance de la maladie. Et à l'heure actuelle, on est sur un réseau mondial. Donc, à ma connaissance, c'est la seule maladie ou une des seules maladies pour laquelle il y a un réseau mondial avec un registre mondial. Dans ce registre, les derniers chiffres, il y a 27 807 participants au niveau international, 231 en Belgique et 1557 en France. Si on rapporte à la population, c'est à peu près équivalent entre la Belgique et la France. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de promouvoir. Par exemple, les registres ont permis de trouver des biomarqueurs, c'est-à-dire les biomarqueurs, c'est des marqueurs d'évolution de la maladie. La recherche porte sur une maladie d'évolution lente et on essaie de ralentir une maladie d'évolution lente. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on mesure ce ralentissement de l'évolution et comment est-ce qu'on mesure en particulier ce ralentissement de l'évolution avant même que les personnes soient malades, c'est-à-dire ils ne sont pas malades, donc qu'est-ce qu'on évalue? Et la recherche faite dans le cadre de ces réseaux a donc permis de mettre en évidence notamment des marqueurs d'évolution avant que la maladie débute. Vous voyez ici l'imagerie d'un cerveau d'une personne porteuse de la maladie, porteuse de la mutation génétique, mais pas encore malade. Et donc, on voit bien que certaines structures sont atrophiées, donc leur volume a diminué. Notamment ici, cette structure qu'on appelle le striatome, par rapport ici à un striatome sain. Et donc, la recherche de ces biomarqueurs permet de trouver, alors ici, sur ce schéma, vous avez le temps par rapport au début de la maladie qui commence ici à 0. Et donc, vous voyez que certains marqueurs commencent à s'altérer jusque 15 ans avant le début de la maladie, et certains, et notamment cette atrophie striatale, ont une évolution linéaire. Donc en mesurant l'atrophie striatale, avant même que la maladie soit apparue, on peut voir si, par exemple, un traitement ralentit l'évolution de la maladie. Donc ça, c'est des recherches qui ont été faites dans le cadre des réseaux et des registres internationaux. Donc, je vais parler des traitements maintenant. Donc, en fait, dans ce type de maladie, il y a plusieurs stratégies thérapeutiques. Alors, on a une mutation génétique. Voilà. Donc, c'est-à-dire que la mutation génétique qui est ici sur l'ADN, en fait, va entraîner la fabrication d'une protéine anormale. La protéine anormale dans le neurone va entraîner toutes sortes de dysfonctionnements. Il y en a quelques-uns qui sont cités ici. Ces dysfonctionnements vont faire mourir les neurones et provoquer la maladie chez le patient. Donc, les différentes stratégies thérapeutiques, c'est d'une part de traiter les symptômes. C'est ce qu'on fait depuis le plus de temps. Le traitement symptomatique, bon, ça atténue les symptômes, mais ça n'a pas d'évolution, ça n'a pas d'effet sur l'évolution de la maladie. Ensuite, pendant longtemps, on a essayé de traiter les différents désordres qui se passent au niveau du neurone. Mais vous voyez qu'il y en a tellement. En fait, si on traite, par exemple, ici, les troubles du métabolisme énergétique, et il y a eu pas mal d'essais thérapeutiques sur cette thématique, on ne va pas empêcher tous les autres dysfonctionnements et au final, ça ne va pas fonctionner. À l'heure actuelle, on est sur des traitements modulateurs, c'est des thérapies géniques et apparentées. Donc, ce sont des traitements dont le but est de limiter la production de la protéine mutée, de manière à ce qu'elle n'aille pas provoquer tous ces dysfonctionnements au niveau du neurone.
Donc, je vais vous montrer un petit peu les différentes stratégies. En parallèle, on a tous les traitements de type préventif, donc sur le comportement, l'hygiène de vie, l'environnement, donc qui sont extrêmement importants. Je vais revenir notamment sur l'activité sportive qui a un effet majeur et dans pas mal de pathologies qui a parfois même un effet supérieur au traitement médicamenteux de référence. Et puis enfin, il y a les thérapies réparatrices, donc en particulier là, les thérapies cellulaires, sur lesquelles on est un petit peu en stand-by pour le moment, mais sur lesquelles la recherche n'est pas encore abandonnée. Donc ça, c'est un petit point qui date d'hier sur le nombre de protocoles actuellement en cours sur la maladie de Huntington, donc soit qui sont encore en cours et qui ne recrutent plus ou qui recrutent actuellement ou qui vont recruter. Vous voyez qu'il y a 60 études qui sont répertoriées par le site américain sur lesquels on déclare toutes les études, donc des études thérapeutiques, des études physiopathologiques également. Pour ce qui concerne les études physiopathologiques, donc je vous disais, la maladie de Huntington, ça semble simple, hein, il y a une mutation génétique, une seule mutation, c'est toujours le même gène qui est muté, et puis ça va provoquer la maladie. Bon, en fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, parce que la mutation, elle n'est pas si simple que ça. C'est une mutation, bon, c'est une répétition dans le code, c'est un bug du code génétique, mais c'est un bug dont l'environnement modifie l'effet. La Huntington, donc qui est la protéine concernée, on ne sait toujours pas exactement à quoi elle sert. Alors, on progresse quand même dans la connaissance sur certaines fonctions, mais ce n'est pas entièrement déterminé. Donc là, je vous ai mis quelques points qui ont été soulignés lors de la dernière conférence thérapeutique aux États-Unis, donc qui a eu lieu en mars. Il y a un article complet sur le site HDBuzz que je vous invite à consulter, qui est un site vulgarisateur sur la recherche sur la maladie de Huntington. Donc, par exemple, pour ce qui concerne les études génétiques autour de la mutation, une équipe a mis en évidence, enfin plusieurs équipes d'ailleurs, c'est quelque chose qui commence à être connu, que l'anomalie génétique a tendance à s'amplifier dans certains tissus, en particulier dans le cerveau, liés notamment à certains facteurs qui vont moduler l'expression de gènes de réparation de l'ADN. En fait, s'il y a des anomalies sur l'ADN qui peuvent apparaître chez tout le monde à n'importe quel moment, et il y a des protéines qui vont réparer ces gènes. Donc, en fonction de ces protéines-là, on peut avoir des allongements de répétition de triplets au niveau des tissus, pas au niveau du sang. Ne courez pas chez votre neurologue pour refaire l'analyse génétique, ça ne changera pas au niveau du sang, mais ça va entraîner la pathologie. Ensuite, les études sur la fonction de la Huntington, elles permettent d'avoir des pistes thérapeutiques, d'une part. D'autre part, de mieux évaluer l'impact des traitements qui abaissent la Huntington, puisque c'est ce que je vous ai montré, des traitements neuromodulateurs. On abaisse la Huntington. La question, c'est est-ce qu'on abaisse toute la Huntington, juste la Huntington mutée, ce qui est un petit peu plus compliqué techniquement. Et qu'est-ce que ça fait de baisser la Huntington? On pense que ça ne fait pas grand-chose, mais c'est encore une chose à vérifier. Il y a des études qui sont faites sur tous les process de fabrication et de dégradation de la Huntington, avec des traitements connus ou à mettre en place pour modifier ces process. Et puis, il y a énormément de travail sur les modèles cellulaires et animaux. C'est-à-dire que la maladie de Huntington, elle existe en réalité que chez l'homme. Donc, si on veut, alors que la Huntington, elle est présente dans toutes les espèces. Donc, pour comprendre les thérapies qui abaissent la Huntington, je vous ai repris ici la fabrication des protéines dans l'organisme. Donc, en fait, il y a le code génétique qui est dans le noyau de la cellule qui est porté par l'ADN. L'ADN ne sort pas du noyau de la cellule. En fait, il est transcrit en ARN qui, lui,
peut sortir du noyau. Une fois que l'ARN est sorti du noyau de la cellule, il est traduit en protéines par des petites machines qui s'appellent des ribosomes. Et après, la protéine, elle est produite sous forme de chaîne, et ensuite, elle est reconstituée, elle adopte une conformation spatiale qui dépend notamment de sa structure. Alors, je vous prends l'exemple du tominersen. Le tominersen, c'est le médicament qui a été l'objet de l'essai Roche, qui a eu lieu récemment. Donc, le tominersen, en fait, c'est un oligonucléotide antisens. Ça veut dire qu'il va venir se coller à l'ARN et l'empêcher d'être traduit en protéines en provoquant la destruction de l'ARN. Et du coup, on va effectivement, en théorie, diminuer les niveaux de Huntington. Donc l'essai Roche, je reviens un petit peu dessus parce que ça a fait grand bruit dans la communauté Huntington, puisqu'il a été stoppé avant la fin pour un mauvais rapport bénéfice-risque chez les patients qui recevaient les doses les plus importantes, donc avec une tendance à l'aggravation des symptômes, qui restait modérée mais qui était bien présente et qui nécessitait de stopper immédiatement le protocole de par toutes les procédures de sécurité qui existent et qui encadrent les essais thérapeutiques. C'est quand même un essai qui a duré au moins 1 an et demi, qui a permis de recueillir des données considérables qui sont toujours en cours d'étude, avec l'idée qui émerge là, enfin là, c'est pas une idée d'ailleurs, c'est une constatation que ce traitement peut avoir un effet bénéfique dans certains sous-groupes, notamment des patients qui sont plutôt en début de maladie et qui ont reçu la plus faible dose. Et donc actuellement, il y a une réflexion pour un nouvel essai de phase 2. Donc là, c'était une phase 3. L'essai Roche, on repartirait sur une phase 2, donc sur un plus petit nombre de patients, évaluation des doses. Mais pour l'instant, on n'a pas plus de nouvelles et ça devrait, on devrait en savoir plus d'ici quelques mois. Le temps de la recherche est assez long et ça veut dire repasser toutes les procédures administratives, de sécurité, etc. Alors, il y a plein d'autres molécules qui sont à l'étude pour diminuer les niveaux de Huntington, donc qui peuvent avoir un effet à différents niveaux de la production de la protéine. Je vous ai fait une petite liste là, mais qui ne va pas beaucoup vous parler. Bon, il y a l'essai WAVE, qui était aussi un essai d'oligonucléotide antisens et qui a été stoppé dans la même semaine que l'essai Roche, donc ça faisait un petit peu beaucoup à encaisser. Il y a un essai qui est en cours de recrutement, qui est l'essai Unicure. C'est un essai avec une administration intracrânienne des traitements. Et puis, d'autres techniques pour essayer de limiter les niveaux et la fabrication de la Huntington. Et puis, des molécules qui se prennent par voie orale, donc, dont je vais vous parler maintenant. En fait, la problématique dans toutes ces maladies neurodégénératives, et pas que la maladie de Huntington, c'est d'administrer le traitement et qui parviennent jusqu'à la cible, qui est le cerveau. Pourquoi ? Parce que le cerveau, c'est un organe particulièrement protégé, en particulier parce que les vaisseaux dans le cerveau sont très imperméables. Là, vous avez un vaisseau dans n'importe quelle autre partie du corps qui est poreux, qui laisse facilement passer les médicaments, même des grosses molécules. Et là, vous avez un cerveau, vous voyez, c'est vraiment un vaisseau qui est vraiment cadenassé au niveau du cerveau, plus poreux, et puis avec une protection autour également plus importante. Donc, il y a très peu de molécules qui prises par voie orale ou qui administrées par voie sanguine, peuvent parvenir jusqu'au cerveau. Donc, ce qui fait que jusqu'à présent, c'était plus des administrations, parce que les médicaments qui vont baisser la Huntington, c'est souvent des grosses molécules. Donc, c'est une administration vraiment à l'intérieur du système nerveux qui est privilégiée, soit intrathecale, donc par une ponction lombaire, soit intracérébrale. Alors, l'autre problématique, par exemple pour les administrations intracérébrales et intrathecales également, c'est que le traitement, il parvienne
jusque la zone qui nous intéresse, qui est le striatum ici, et qui est vraiment bien planqué au niveau du cerveau. Là, vous voyez chez une souris l'administration d'un produit, donc avec une seringue directement dans le cerveau, et la diffusion de ce produit, qui diffuse à une toute petite partie du cerveau. Et là, vous voyez un cerveau de souris qui est à peu près à l'échelle par rapport à un cerveau humain. Donc, en fait, il y a aussi un problème de diffusion des produits et un problème d'échelle par rapport à ce qui est fait en recherche au laboratoire et puis ce qui va se passer chez l'humain avec des médicaments qui vont avoir du mal à pénétrer dans l'ensemble du cerveau. Et puis, ces administrations vraiment techniques par ponction lombaire ou par neurochirurgie présentent aussi un problème logistique d'administration à un grand nombre de personnes. Avec Roche, on avait commencé à travailler sur la manière dont le traitement pourrait être rendu disponible pour le plus grand nombre. Et c'était assez compliqué parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment les plateaux techniques disponibles pour toutes ces nouvelles thérapies et il y a pas mal de choses qui restent à imaginer. Donc l'idée a germé de petites molécules qui pourraient être prises par voie orale et qui vont également bloquer la fabrication de la huntingtin. Donc il y a quelques années, c'était un petit peu de la science-fiction. Il y a le labo PTC qui a présenté ça sur un congrès et ça rendait les gens un petit peu dubitatifs parce qu'on ne pensait pas que c'était quelque chose de possible. Et en réalité, il y a des molécules qui sont en cours de développement. Donc, c'est des traitements qui passent la barrière hémato-encéphalique, donc qui rentrent dans le cerveau, qui sont assez petits pour se faufiler par la paroi des vaisseaux sanguins, qui vont avoir un effet sur tout le cerveau, qui vont être administrés comme ça à tout l'organisme. Alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Ça reste à évaluer. C'est des traitements qui ont pour intérêt d'être réversibles parce que certains traitements administrés en intracérébral ne sont pas réversibles en fonction du mécanisme qu'ils utilisent. Donc, il y a des traitements qui sont en développement préclinique et il y a actuellement 2 traitements qui sont à la phase des essais cliniques. Donc, celui qui a été développé par PTC et un traitement qui a été développé par Novartis, initialement dans une autre maladie, qui est l'amyotrophie spinale. Donc, le traitement de Novartis, il s'appelle le branaplam. Les 2 molécules, le principe est le même, c'est des molécules qui ciblent ce qu'on appelle l'épissage. Alors, en fait, la fabrication de l'ARN, il y a une petite étape supplémentaire, c'est-à-dire que lorsque l'ADN est transcrit, il y a à l'intérieur du brin d'ARN qu'on appelle prémessager, des petits morceaux supplémentaires qui vont ensuite être retirés par la machinerie cellulaire pour faire l'ARN définitif, avec au début de cet ARN un signal de début de traduction pour la machine, le ribosome qui va fabriquer la protéine, et puis un signal de fin. Et donc le principe de ces petites molécules, c'est de modifier le fonctionnement de la structure qui va enlever les introns pour rajouter un pseudoexon. Et dans ce pseudoexon, il y aura un signal de fin de traduction qui va permettre de ne pas traduire l'ARN en huntingtin. C'est malin, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça, il y a un essai qui est en cours, qui est l'essai Novartis, qui s'appelle Vibrant HD, auquel on participe. Je vois qu'il est 10 heures, je vais me dépêcher. Tu me laisses 5 minutes. Un mot très court sur les thérapies réparatrices. Donc les thérapies réparatrices, elles s'adressent à des personnes qui sont plus avancées dans la maladie, avec un remplacement des cellules qui sont perdues. Il y a eu des essais thérapeutiques, notamment un essai multicentrique français qui était coordonné par Anne-Catherine Bachou-Lévy du centre de référence coordonnateur. C'est un essai qui a duré une bonne quinzaine d'années avec des difficultés techniques de réalisation très importantes
et des techniques qui restaient un petit peu artisanales. Alors maintenant, sur le plan scientifique, on a énormément progressé, notamment sur la fabrication des cellules qui peuvent être utilisées. Donc là, c'est en stand-by, mais il y a des gens qui réfléchissent à reprendre ces essais. La problématique, une autre piste de réflexion dans ces essais, c'est quand traiter. Est-ce qu'il faut attendre que les porteurs de la mutation soient malades? Est-ce qu'il faut les traiter avant? Combien de temps avant? Sachant qu'on ne sait pas vraiment exactement quand ils vont développer la maladie. Donc, on ne veut pas non plus être nocif chez quelqu'un qui n'a pas de symptômes, évidemment. Donc ça, c'est des réflexions qui sont en cours dans la communauté Huntington. Pour ce qui est des traitements symptomatiques, donc qui vont diminuer les symptômes sans avoir d'effet sur l'évolution de la maladie, il y a également pas mal d'essais en cours, notamment l'essai avec la pridopidine. La pridopidine, c'est une molécule qui fait l'objet de son 4e essai de grande taille. Sur les 3 premiers, il n'y avait pas d'effet sur... on ciblait les signes moteurs et à chaque fois, l'objectif principal n'était pas rempli, mais certains des objectifs secondaires donc, de l'étude étaient remplis de manière à ce qu'on poursuive avec un essai supplémentaire. Là, c'est plus un effet modulateur qui est testé. Enfin, il y a quelques traitements qui visent l'atteinte cognitive. Et puis un nouveau traitement qui va débuter sur la Corée. Un protocole qu'on a fait avec Amiens. On était le seul centre en France qui participait à cet essai. C'est un essai multicentrique qui était élaboré par une équipe allemande de stimulation cérébrale profonde, comme on voit chez les Parkinsoniens. Les Parkinsoniens, on stoppe leurs effets moteurs. Donc là, l'objectif, c'était de stopper de traiter la chorée, essentiellement, des chorées résistantes au traitement. Donc l'analyse définitive est en cours. Et puis, un point particulier sur la prise en charge non médicamenteuse qui est extrêmement importante. Donc l'importance d'avoir une activité, alors activité physique en particulier, mais des activités en général pour entretenir toutes les capacités du patient. L'importance d'avoir des projets. Alors je vous ai mis certaines personnes ici qui sont connues et qui ont eu la maladie de Huntington ou sont porteurs du gène. Charles Sabine, qui est journaliste. Sarah Winkles, qui dirige l'association anglaise Huntington, qui, étant porteuse de la mutation, a été médaillée olympique en aviron. Woody Guthrie, musicien, c'est sa famille qui a fondé l'association Huntington américaine. Là, vous le voyez avec Bob Dylan, avec qui il faisait de la musique. Pat Hanley, peintre néo-zélandais. Émilie Herman, qu'on ne présente plus, qui est qui est psychologue, ethnologue, qui a fait énormément sur la connaissance et les changements un petit peu de mentalité par rapport à la maladie de Huntington, et puis d'autres personnes un peu plus anonymes, mais qui font des choses. Et je pense que ça, c'est des personnes qui peuvent vraiment être inspirantes. Voilà. Tout le monde ne peut pas être connu, mais tout le monde peut avoir des projets et les réaliser. Voilà. On reparlera peut-être un petit peu plus tard d'éducation thérapeutique. Ce sont des ateliers qui permettent d'apprendre à mieux gérer la maladie au quotidien, à prendre un petit peu le pouvoir sur la maladie et pas que ce soit la maladie qui dirige complètement la vie. Donc on a mis en place depuis 2 ans un atelier à Lille. Et donc actuellement, l'activité qu'on a de recherche et de prise en charge générale, donc des protocoles dans lesquels on recrute encore, le TP, un atelier mouvement bien-être qui va vous être présenté tout à l'heure par Nadine Nogared, et puis ce qu'on va vous présenter après, un outil numérique destiné aux ados qui permet d'être un lieu d'échange et de connaissance. Je vous remercie.